Bienvenue dans À peu près sérieux, le podcast mi-deep, mi-hilar et super authentique. Moi, c'est Aubin et je suis psy et podcasteur à mes heures perdues. Et cette semaine, je suis accompagné de 3 invités qualitatifs à souhait. J'ai nommé Frédéric, Vanessa et Yannick. Nos Insta s'affichent actuellement à l'écran et je le dis pas assez, mais si vous kiffez ce genre de contenu, posez votre like, mettez vos commentaires sous la vidéo, abonnez-vous, partagez. C'est ce qui nous soutient, nous donne un peu de la force. Aujourd'hui, sujet qui me tient particulièrement à cœur, le sujet des jeunes aidants proches, sur lequel on va un peu discuter. Mais avant ça, j'ai prévu une petite présentation de chacune d'entre vous. Ouais. Si vous êtes à l'aise avec ça, je te vois ricaner Frédéric. Je dirais pas ricaner, mais voilà. Alors, elle ne manque pas d'intérêt et de passion pour soutenir et aider son prochain. Et oui, ce n'est pas pour rien qu'elle a débuté sa carrière en tant qu'assistante sociale. Elle est aujourd'hui chargée de projet dans le département d'aide aux personnes de Parthenamut et ne manquera pas de nous abreuver de son savoir sur la thématique du jour. Mesdames et messieurs, voici Frédéric Marlin. On peut l'applaudir. Je voudrais évidemment t'applaudir également. Hey, J'étais concentré sur ce qu'elle allait devoir dire. Il stresse pour sa présentation à lui. My God, ça va. Son sourire, sa bienveillance et son optimisme crèvent l'écran. Il est entrepreneur, coach de vie, motivational speaker, finalement un véritable couteau suisse multilingue, français, anglais, néerlandais. J'ai appris récemment portugais, espagnol. Alors, mesdames et messieurs, voici Yannick. On peut l'applaudir également. Ah oui. Retour. Tu parles 5 langues, frère. C'est déconné. Admettons qu'une vision issue d'une boule de cristal m'aurait annoncé que la jeune femme qui foulait d'un pas décidé les planches de théâtre du collège allait devenir quelques années plus tard une éminente journaliste, présentatrice météo, animatrice radio, influenceur à ses heures perdues, au talent et au naturel marqué. Eh bien, je l'aurais certainement cru. Quel plaisir de recevoir une ancienne donneuse de répliques. Mesdames et messieurs, voici Vanessa Cavalier. Mais quelle présentation. Je vais verser la petite larme déjà maintenant. Ça qui est non, on met bien, on est à l'aise. On est bien boosté là, merci. Ben voilà. Ça fait comment de retrouver le micro qui peut-être... Ça va, j'ai l'impression d'être un peu à la maison, Ouais. donc ça va. Mais c'est vrai que dans un autre cadre, donc je suis un peu stressée. Hein, C'est vrai. parce que c'est le premier podcast, mais je suis entre de bonnes mains, je te l'ai dit juste avant, donc C'est tout. ouais, j'ai pas peur. Est-ce que tu es encore plus stressé qu'avant ton interview avec Black M? Ah non, là je pense pas. Là j'ai clairement dit mot à mot, je crois que je vais me faire pipi dessus. Voilà, comme ça tout le monde le sait. Mais quand même stressée. Mais différemment, comme je t'ai dit, ici je suis entre de bonnes mains. Là c'était vraiment l'inconnu. Donc, mais ça s'est fait ça super. super, ouais, ça s'est super bien passé. Il était trop sympa. Donc, Grave, ça s'est vu. J'ai une petite définition du sujet d'aujourd'hui, de ce que c'est qu'un jeune aidant proche. Un jeune aidant proche, c'est un mineur ou un jeune adulte qui apporte de l'aide continue à un proche en raison d'une situation de dépendance due à un handicap ou une maladie ou à des problèmes d'addiction. Et ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur, un membre de la famille élargie. Et c'est tout type d'aide qui est apportée. Ça peut être une aide d'ordre physique, psychologique, matérielle, financière. Souvent, ce qu'on voit et on voit d'un aidant proche, c'est qu'ils œuvrent plutôt dans l'ombre. C'était chouette de découvrir ces définitions cette semaine en travaillant un petit peu sur l'émission. Ça a affiné davantage et je me suis surpris à me dire, mais en fait, qu'il y a beaucoup plus de gens qui, sans doute, se trouvent être aidants proches que ce qu'on pense en fait dans la vie de tous les jours, quoi. Frédéric, tu penses que... Je pense que tu as raison, Aubin, effectivement. C'est un public de l'ombre, en fait. Ce sont des personnes qui se dévouent à leurs proches,
de manière tout à fait naturelle, et je suppose que Vanessa et Yannick vont en témoigner. Donc, c'est des personnes qui s'ignorent aidants, parce que voilà, c'est leurs proches qu'ils aiment, et donc qu'ils aident naturellement, en fait. Donc, on le voit dans les statistiques d'ailleurs, sont des personnes qui ne sont pas représentées au niveau voilà, des statistiques. Elles sont très, très peu visibilisées. Et donc, il y a... Enfin, je suis déjà... Oui, non. Les choses. Donc, il y a une reconnaissance fédérale de l'aidance des aidantes et des aidants proches depuis 2020 en Belgique. Et donc, il n'y a que 23 000 personnes qui ont fait la démarche de reconnaissance. Alors qu'on estime en Belgique à 22,5% la population qui aide une personne en perte d'autonomie. Donc, ça note un peu la différence au niveau statistique. Et donc, ça fait 2 millions, alors. Voilà, je ne me suis pas prêtée à l'exercice. Ce genre de... Voilà, l'importance. Et alors, en fait, dans le public des aidantes et des aidants, il y a les jeunes qui sont encore plus, entre guillemets, invisibilisés parce que, ben voilà, c'est... Comment dire, c'est un rôle aussi qui n'est pas... qu'on ne va pas porter facilement dans la famille. C'est souvent, en fait, des aînés, en fait, des enfants qui apportent ce soutien souvent aux parents, donc le papa ou la maman. Ça, c'est dans les statistiques, dans les études. Et donc, en fait, il y a un peu comme une sorte de tabou d'avouer en tant que parent qu'on doit vraiment demander beaucoup plus à son propre enfant d'être soutenu, en fait, dans le quotidien. Surtout qu'on ne connaît pas le quotidien des autres familles, donc c'est difficilement quantifiable ou mesurable. À quel moment est-on aidant proche? Si on demande tous les samedis à son enfant d'aller faire les courses pour soi, est-ce qu'on est aidant proche à ce moment-là? Est-ce que l'enfant est un aidant proche? Donc c'est difficile de dire, ah oui, à partir d'aujourd'hui, parce que je fais ça et ça, je suis aidant proche. Et c'est hyper correct parce que d'ailleurs, c'est ce qui un peu m'est arrivé quand Aubin m'a proposé de participer au podcast où je lui ai dit, mais je sais pas si je rentre en fait dans la case aidant proche parce que voilà, chacun a sa vie et elle est totalement différente de celle des autres. Et donc, je savais pas si moi-même je rentrais dans cette case-là ou pas. Et puis, il m'a dit que oui, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais c'est vrai que tout à fait, ça rejoint ce que vous dites tous les deux, quoi. Je sais pas exactement toi si tu es aidant proche par rapport à tes parents ou frères et sœurs, mais on se pose la question, ah oui, chez les autres font comment? Est-ce que les autres font pas la même chose que moi? Ils font peut-être plus ou peut-être moins. Et il n'y a pas de bonne manière pour faire. Chacun fait à sa manière, mais ouais. Et ce qu'il doit faire, ce qu'il estime, son devoir aussi, parce qu'à côté de l'amour, il y a le côté où on aime la personne qu'on aide, mais aussi un sentiment de responsabilité. C'est vrai. Et donc, ça, c'est intéressant ce que Yannick dit, parce qu'effectivement, qu'est-ce que ça apporte aussi d'aider son proche? C'est qu'il y a effectivement un sentiment de responsabilité. Il y a plus grande maturité dans les études qui sont quand même faites sur les JAP. Heureusement, il y en a. Très peu, mais il y en a. Et donc, il y a en fait l'effet positif, c'est qu'effectivement, la personne, le jeune, se sent peut-être plus mature, plus responsable, plus vite. Il y a un sentiment aussi de fierté et de proximité avec son proche. Après, il y a aussi le pendant négatif difficile. Il y a un impact avéré sur la santé physique et mentale du jeune. Il y a l'impact sur la scolarité. Vous imaginez bien, un jeune qui assume un tel rôle, c'est fatigant mentalement parce qu'il pense tout le temps à son proche. Et donc, il y a un impact sur l'école, la fatigue, peut-être des retards scolaires, une difficulté à vraiment se sentir impliqué dans sa vie, sa propre vie. Il y a un isolement aussi, peut-être que Yannick l'évoque, un isolement social. Au niveau de l'émancipation, vu qu'on est très lié à cette personne-là, que ce soit un frère ou une sœur, si je prends mon enfant, c'est ma vol, quid de cette personne? Oui, tout à fait. Je vous coupe dans ça marche bien, je dois même... Ça m'a dit déjà, ouais, c'est génial. J'ai prévu un petit jeu pour vous qui s'appelle Aidant ou pas aidant. Cool. Avec une série de déclarations. À vous de répondre par vrai ou faux si ces déclarations vous parlent, ces affirmations vous semblent être justes ou pas. Première affirmation, est-ce que tu veux commencer, Vanessa? Vas-y. Toi, si tu... On t'aidera. Ouais, c'est ça, exactement. Les jeunes aidants proches ont souvent du mal à exprimer leurs propres besoins, se concentrent plutôt sur ceux de leurs proches. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Ouais, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est pas forcément vrai sur du long terme, mais je pense que c'est vrai à un moment précis. Qu'à un moment précis, clairement, tu penses moins à toi parce que tu te dis, peut-être que mes besoins, peut-être que oui, ce que moi je pense, c'est mineur à côté de ce que l'autre personne vit et que je dois plutôt me remettre mes priorités sur cette personne-là. Je pense que ça, c'est vrai.
Après, sur du long terme, comme je disais, pas forcément, parce que je pense qu'il y a des moments où on a besoin aussi, même si on est aidant, de repenser à soi, de se recentrer sur ses besoins. Mais clairement, oui, je pense que c'est totalement vrai. J'ai l'impression que pour toi, tu vois, pour en avoir un peu parlé en préparant l'émission, c'était... tu te sentais presque pas légitime parce que c'était un peu plus un soutien d'ordre psychologique que d'ordre pratique dans le quotidien. Alors que c'est un peu marrant parce que j'ai l'impression qu'Yannick, c'était bah oui, je suis là dans le quotidien, mais est-ce que je peux me dire être aidant proche aussi parce que je suis là, mais je fais en fait le travail de ce que pourrait faire tout enfant. En fait, la place est un peu délicate, c'est exactement ce que tu disais. Tu vois, ouais. En amorçant, c'est on a souvent l'impression de s'effacer. Totalement. Et clairement, on revient un peu à ce qu'on disait juste avant, avec une famille n'est pas l'autre. Et clairement, dans mon cas, moi, oui, j'étais pas forcément proche de la personne. Et donc, c'est vrai que finalement, c'était plus psychologique que de l'ordre pratico-pratique. Mais malgré tout, ça reste de l'aide, ça reste un soutien quand la personne en a besoin. Donc, oui, je pense qu'il n'y a pas de... Ouais, je pense honnêtement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à cette question, mais clairement, il y a des moments où on se met un peu de côté, c'est sûr. Frédéric, la reconnaissance de la réalité des jeunes aidants proches est essentielle pour mettre en place un soutien adapté. Est-ce que tu penses que c'est tout à fait vrai, effectivement. Effectivement, c'est très important parce que Vanessa évoquait le fait qu'on s'efface face à son proche aidé parce qu'on voit son proche souffrir de quelque manière que ce soit. Et alors, nous, on est, en tant que jeunes aidants, on se sent, je ne vais pas dire coupable, vous témoignez mieux que moi. Et on se sent coupable d'être en bonne santé face à son proche. Et donc, effectivement, on sent que ses propres besoins, ils semblent mineurs, en fait, par rapport à son proche. Et donc, imaginez un enfant qui assume ce rôle-là. Et si vous êtes des jeunes adultes, vous avez du recul sur votre propre rôle, ce qui s'est passé dans votre vie. Imaginez un enfant. Donc, on note dans les études l'aidance à partir de 5 ans. Nous, on a 3 jeunes de 8 ans qui sont reconnus aidants proches. Et donc, imaginez un enfant en construction qui assume ce rôle et donc qui, effectivement, s'efface face à ce proche. Et donc, comment est-ce qu'il construit, en fait, sa vie face à ça? Et j'ai oublié ta question, Audrey. C'était... non, tu y as absolument répondu. C'est lié à cette reconnaissance un petit peu, tu vois, de ce statut du jeune aidant proche et le fait que le fait de reconnaître, ça permettrait de mieux soutenir. Oui, bien sûr. Ces jeunes, de mettre en lumière, de mettre des mots sur ce qui se passe sans tabou. Je veux dire, c'est intéressant aussi d'avoir une certaine solidarité, une solidarité dans la famille. C'est très important, mais effectivement, quelle place on donne à l'enfant en construction, au jeune en construction, quand il assume un tel rôle. Et donc, c'est très important, je pense, qu'il y ait vraiment un entourage qui soit conscient de cette situation sans la briser, en respectant ce qui se passe aussi. Je pense que c'est important de solliciter aussi les professionnels autour de la situation pour que l'enfant puisse effectivement quand même garder une vie d'enfant, quoi, en fait. Et surtout qu'il devienne par certains moments sujet principal, parce qu'il est toujours en retrait, il est toujours là pour aider l'autre personne. Et si on lui parle, on va lui dire comment va ta maman, comment va ton frère, comment va ta sœur. Et jamais toi. Et rarement, ça peut arriver, mais même par rapport au fédéral, par rapport aux institutions, on connaît très peu de personnes dans notre entourage qui sont dans notre situation. C'est difficile d'en parler autour de nous, vu que nos amis, nos cousins, cousines, les gens autour de nous ne comprennent pas. Ils voient que ça a l'air compliqué, mais rien que ce soit reconnu, qu'il y ait plus, que ce soit plus ouvert, que les discussions soient ouvertes. Et par exemple, je sais que c'est une très bonne chose. Par exemple, les lignes de prévention suicide, c'est excellent. Et il faut que c'est une très très bonne chose. Mais par exemple, le rôle d'aidant proche, c'est pas assez grave pour qu'on sache qu'on peut en parler, qu'on a droit à un psychologue, même si c'est pas toujours nécessaire, parce que certains aidants proches les gèrent bien, mais qu'on sache vers qui aller, vers où aller, une institution, le CPS, le OCME en néerlandais. J'ai grandi dans un environnement néerlandophone. Le PMS. Voilà. Le PMS. Il y a qui est des instances, on ne sait pas vers où aller, vers qui aller. Est-ce qu'on a le droit pas de se plaindre, mais on a le droit d'aller exprimer nos émotions, nos ressentis, les doutes qu'on a par rapport à notre avenir, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans, quand j'ai envie de m'émanciper, de prendre mon envol, qui va prendre mon rôle.
aidant proche de cette personne. Et je pense que aussi ce qui est très compliqué, surtout quand on a un enfant, enfin je pense encore plus quand on a un enfant, c'est que on a tendance à se comparer. Ah, mon grand frère il a fait ça, ma grande sœur elle a fait ça, mon père il fait ça. Comment est-ce que moi je peux aider? Moi je sais pas faire la même chose. Et je pense que c'est là que ça devient vraiment important et intéressant d'avoir quelqu'un avec qui en discuter, parce que chacun va pouvoir agir à sa manière. Et c'est pas parce que moi j'ai 5 ans et que je sais pas aller faire les courses que j'aide pas et que j'aide pas aussi bien que les autres. Donc je pense que c'est vraiment à ce moment-là que les institutions avec qui on peut en discuter ou les personnes avec qui on discuter sont hyper importantes. Toi Yannick, tu semblais me dire et tout que de ton côté, tu t'es dit que ta position d'aidant proche avec ton parent, dans la situation où tu t'es dit, mais ça aurait été cool que je vois un peu plus tôt un peu toutes les ressources possibles qui existent pour pouvoir nous soutenir, nous, parce qu'on a tendance à se mettre un peu de côté, tu vois. Toi, tu l'as vécu comment? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que tu t'es dit, mais attends, en fait, à certains moments, j'ai besoin d'aide? Comment ça s'est manifesté pour toi, tu vois, dans ton quotidien, Dans mon quotidien, c'est que je trouve dommage. Je crois que si on avait peut-être plus accès à des ressources au niveau discussion, parler avec des gens, limite que j'aurais pas fait, j'aurais avancé peut-être plus vite dans ma vie, ou bien parce que vu que moi c'était ma maman qui était dont je suis l'aidant proche, et bien sûr avec mon père, mais je sais que mon père faisait déjà beaucoup, mais c'est difficile et que j'avais une certaine ambition pour ma vie. Ça, j'ai toujours eu. J'ai toujours dit que je me suis aidant proche, mais je me suis toujours dit dans le futur, je veux plus de ma vie. Ça, je m'en suis jamais caché. Je voulais vraiment... J'ai vu comment aussi pouvoir rendre justement à ma maman. Parce que même si je suis son aidant proche, si je suis devenu son aidant proche, c'est parce qu'elle a tellement donné pour sa famille. Jusqu'au point, on ne se rend pas compte en tant qu'enfant, mais du matin au soir, le travail, papa et maman s'occupaient du sport, des 4 garçons. C'était du football, donc c'est 3 ou 4 fois par semaine. Elle avait toujours la nourriture en mode 5 plats, 5 fruits et légumes variés, donc on mangeait bien, équilibré. Et en tant qu'enfant, tu te rends pas compte. Tu te dis, c'est normal, ma maman, elle fait comme ça, mais elle faisait beaucoup plus. Elle faisait en fait de trop pour qu'elle puisse tenir le coup. Et à un moment, ça a brisé, elle tombait en dépression. Et c'est là qu'on est devenu aidant proche. Donc moi aussi, dans mon idée, c'est de pouvoir rendre plus tard, de vivre une vie confortable, que ce soit financièrement, mais aussi émotionnellement, d'être une bonne personne, pouvoir tout gérer. Donc j'ai toujours cherché à devenir une meilleure version de moi-même, pour déjà moi-même, et vivre bien, avoir une belle vie de famille, femme, enfant, mais aussi voir le reste de ma famille, que ce soit mes frères, que ce soit mes parents, pouvoir vivre mieux, pouvoir leur apporter quelque chose. Et donc tu as l'impression que la manière de pouvoir mieux soutenir les aidants proches de manière générale, ce serait non seulement à travers une reconnaissance, non seulement étatique et le fait qu'on puisse cibler, nommer un peu les jeunes aidants proches, mais aussi pouvoir dire, OK, ils ont ça comme ressource. C'est ça, leur donner ils ont accès à des psys. Par exemple, vous êtes aidant proche, ça a fait, mais dans le futur, qu'on puisse discuter avec des gens et dire, ah oui, en fait, j'aimerais bien faire un Erasmus, mais je suis en train de... Ça se peut qu'un étudiant se dise, hésite à aller en Erasmus juste parce qu'il est aidant proche. Alors que c'est une expérience qui peut vraiment changer la vie d'une personne. C'était pas mon cas à ce moment-là, mais c'est un truc auquel je pense maintenant. Tu penses que toi, dans ton cas, t'as mis entre parenthèses des objectifs? Oui, je pense. Pour juste être présent pour... Je pense, inconsciemment, il y a beaucoup qui se passe aussi à ce niveau-là. Après, c'est pas une mauvaise chose parce que je suis content où j'en suis aujourd'hui. Je sais pas comment aurait été la situation, mais inconsciemment, je sais que j'ai fait des choix. Je suis persuadé que les choix de vie que j'ai faits, c'est aussi dans mon arrière-pensée en me disant peut-être de prendre plus de temps pour l'émancipation ou bien de vouloir mon parcours entrepreneurial, tout ce que j'ai entrepris, le fait que j'ai peut-être inconsciemment, qu'il y a eu un peu de l'auto-sabotage au niveau financier pour moi. Je crois que si j'étais pas aidant proche, ma maman, j'avais pas la sensation que ma maman ait besoin de moi, j'aurais peut-être entrepris des actions plus rapidement pour devenir financièrement indépendant. Je crois que le fait, je me disais, bon, je suis peut-être aidant proche, mais au moins j'ai la chance d'être à la maison. Comme si le fait de pouvoir... Ça équilibre les choses. Ouais, comme si le fait de pouvoir, tu vois, être complètement indépendant et autonome et partir de la maison, c'était un peu trahir un peu. Voilà, parce que si j'avais réussi à 22 ans, je vis confortablement, je peux prendre mon envol, je peux aller vivre à l'étranger si je veux, faire des projets à l'étranger, un peu voyager, faire des choses. Ouais, mais quid de ma maman? Et que ce sera encore plus difficile de pouvoir le faire et de ne pas le faire.
Et là, Yannick, il évoque vraiment la culpabilité et le fait de mettre en retrait ses propres envies, ses propres besoins. Et de manière inconsciente, justement. Par rapport aux proches, effectivement. Toi, Vanessa, ça t'est arrivé aussi de mettre en perspective aussi des choix de vie en ayant dans les variables le fait que tu es une personne qui ait besoin de soutien dans ton entourage ou pas vrai? Je pense que mon cas est différent parce que, comme je t'ai dit, moi aussi, donc c'est aussi ma maman qui a eu un AVC. Et elle est encore là. Mais c'est vrai que j'habitais pas avec elle et j'habite toujours pas avec elle. J'habite pas proche d'elle non plus parce qu'elle habite dans une autre ville. Elle est pas non plus dans un autre pays, mais elle est dans une autre ville. Donc je pense que mon cas à moi est différent dans le sens où mon quotidien n'était pas forcément rythmé par ça. Mais on revient du coup sur l'aspect psychologique où il fallait prendre des choses en main pour quand même garder le contact, comment faire pour adapter le contact, etc. Donc je pense que pour moi ça a été différent. Je pense que moi ce qui m'a beaucoup marqué, parce que j'étais jeune, j'avais 17 ans, j'étais jeune, il y a plus jeune bien sûr, mais c'est vrai qu'à 17 ans ça reste quand même jeune. Je pense que ce qui m'a marqué, c'est de me dire, et si à moi ça m'arrivait, et que deviendrait ma vie en fait si moi aussi je devais avoir une maladie comme ça, ou si tout à coup il devait se passer quelque chose dans ma vie, même un accident. Remettre sa vie en perspective, je pense que c'est ça qui me faisait vraiment peur pendant tout un moment. Je crois que dans mon cas, moi, ça m'a aidé à un peu dépasser mes limites et à toujours vouloir plus profiter de la vie, faire plus de choses, me donner à 300% toujours. Je pense vraiment que c'est un truc... Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu un peu un déclic, même si, j'ai jamais non plus tourné en rond dans ma vie, mais je pense qu'à ce moment-là, ça m'a quand même donné un petit coup de boost de me dire, vas-y, une vie, t'en as qu'une, profites-en, fais tout ce que tu peux, fais tout ce que tu veux aussi. Et en gardant, bien sûr, je restais donc proche. Donc, il y avait quand même des choses à faire. Mais dans mon cas, c'était vraiment différent parce qu'il n'y avait pas la proximité, en fait. Donc, si je comprends bien, toi, ça t'a hit d'une manière un peu moins directe. C'est ça. Comme si, tout à coup, avec la situation de la maladie de ta maman, l'AVC qui a frappé, ça t'a fait réaliser plein de choses par rapport... C'est plus psychologique, en fait, dans mon cas à moi. Vraiment. Plutôt qu'au quotidien à mettre des choses en place et que c'est un impact direct dans mon quotidien moi aussi. Ici c'était vraiment de l'ordre psychologique et plutôt une remise en question sur moi, la vie, comment faire à l'avenir. Ça a eu un impact au niveau pratique, comment vous deviez vous organiser dans votre famille, le fait que ça lui soit arrivé, vous avez un peu dû revoir votre organisation? Alors nous, donc ma sœur et moi, non, parce que mes parents étaient, ils n'étaient plus ensemble depuis des années, donc et nous, donc non, pas de manière vraiment très concrète au quotidien. Par contre, elle, dans son quotidien, il y a eu des choses qui ont été mises en place, bien sûr. Il a fallu revoir un tas de choses, même au niveau de la maison. Comment elle allait pouvoir se débrouiller. Donc ça, oui. Mais c'est vrai que dans notre quotidien, ça n'a pas vraiment eu d'impact. Par contre, clairement. Dans la manière de la contacter, la fréquence à laquelle la contacter aussi, d'aller la visiter plus souvent peut-être aussi. Donc là ça a eu un impact. Mais c'est vrai que c'était pas dans notre quotidien à nous, de manière, comme on parlait des courses tout à l'heure, on se disait pas il faut vite le lundi, le mardi et le jeudi aller faire telle et telle course, et là aller chez le médecin, et là aller à la pharmacie. C'était pas de cet ordre-là. Pas minimaliser, je pense aussi. Non. En fait, le quotidien, ça veut pas dire tous les jours faire quelque chose. C'est hebdomadaire, ça rentre dans le quotidien. Si toutes les semaines, il faut prendre contact 2 fois plus qu'on le faisait avant, dû à ça, ça fait partie de ton quotidien. Je crois que dans ton cas aussi, toi et ta sœur, si vous êtes deux, vous avez toujours votre téléphone proche de vous parce que vous savez peut-être... Il peut se passer. Voilà. Donc, psychologiquement, ça a un impact sur ton quotidien. Oui, ça c'est sûr. Mais après, c'est vrai que, comme on parlait de cas où c'était un peu différent et que c'était vraiment dans la manière de vivre et oui, dans la manière dont on grandit et ce qu'on met en place autour de soi. Ici, c'était pas spécialement le cas pour nous parce qu'on avait un peu de distance, mais c'est sûr qu'il y avait des choses à mettre en place. Ça, c'est certain. Et c'est pas anxiogène d'avoir sa maman qui a eu un AVC et de savoir qu'elle est loin? Oui, oui, parce que même dans les moments vraiment proches du jour où ça s'est passé, là, oui, c'était encore plus important, je dirais. Parce que oui, on ne sait pas comment ça va évoluer, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes. Ça, oui, vraiment. Avec le temps, elle a pu reprendre sa vie. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, on commence un peu à relativiser, à se dire... Enfin, relativiser, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais vraiment à se dire que pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, soigner doucement.
Voilà, c'est ça. Et à essayer aussi, autant je disais de profiter, voilà, comme moi j'essayais de profiter de chaque instant, autant profiter aussi avec elle, de profiter des moments qu'il y a, qui sont pas forcément comme une famille lambda, mais voilà, profiter à notre manière et faire ce qu'on peut faire avec elle. Et quand tu la vois et que tu vois qu'elle éclate de rire et qu'elle est hyper contente de te voir, et c'est ça qui est cool, quoi. C'est vraiment ça, tu te dis, bah c'est bon, je fais ma part du job aussi à ce moment-là, et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Frédéric, la charge mentale des jeunes aidants proches est souvent minimisée par les professionnels de la santé. Est-ce que tu penses que c'est vrai ? Je ne sais pas si c'est minimisé, je pense que c'est pas assez connu. Je pense que c'est surtout ça. Les professionnels se sentent beaucoup sur la personne elle-même en perte d'autonomie, la personne malade, et ne se reposent pas assez sur l'entourage. Et donc ça, c'est quand même un gros problème, je trouve, parce qu'on est, je trouve, dans une ère où maintenant il faut vraiment prendre en compte l'entourage. C'est vraiment une force en fait pour la personne qui est malade ou qui a une situation de handicap. Et donc, je pense que petit à petit, voilà, les professionnels de la santé vont prendre en compte l'entourage et donc les proches, les aidantes et les aidants proches. Mais donc, je pense que les JAP, donc les jeunes, sont encore, comme je le disais tout à l'heure, encore moins visibles et moins... les professionnels se disent moins, tiens, il y a un jeune, est-ce qu'il n'assumerait pas un peu des rôles qu'un adulte devrait assumer dans ce genre de situation. Et donc, il n'y a pas encore assez le réflexe de se dire il faudrait que je porte aussi mon attention en fait, sur l'entourage et les enfants qui sont impactés par la maladie ou la situation de handicap. Yannick, yes. Déclaration, autre déclaration. La pression sociale peut conduire certains jeunes aidants proches à dissimuler leur rôle. Je pense que c'est vrai. Moi, je dirais absolument vrai, mais que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a certains jeunes, ça dépend aussi de la personne qui arrive à mieux le gérer, à mieux le placer. Je crois que la pression sociale, oui, elle existe. Surtout de parler plus du côté émotionnel de la chose et de se mettre en position de j'ai besoin d'aide. D'en parler pour demander de l'aide ou du soutien même émotionnel, mental. Ça, oui, la pression sociale. T'as l'impression que, oui. Allez, admettons dans ton cas, c'était plus difficile pour toi ou juste... De quitter l'école, par exemple, pour aller aux sessions de psychologue familial. C'est en 2e, 3e, 4e secondaire. C'est surtout si tu sais qu'il n'y a aucune personne dans ta classe qui comprendrait ou qui dit « Ah ouais, je dois quitter la classe. J'ai rendez-vous. On a rendez-vous chez le psy pour ma maman pour discuter des problèmes de la maison, de ma maman qui est en dépression. » C'est pas... Ça avait une honte peut-être Moi, de mon côté, moi... Ouais, on sent que tu es une personne très, très forte, hein, donc peut-être qu'il y a... Pour ça, je sais que moi, de mon côté, moi, mais je sais que, par exemple, parce que pour moi aussi, je crois que j'ai la chance, hein, pour un peu faire un état des lieux, j'ai de la chance de pouvoir être enfant juste assez longtemps et que ma maman soit tombée en dépression juste quand je commençais à sortir de l'enfance. Que j'ai reçu tout ce que je vais recevoir de ma maman, le côté amour, tout ça. Je pense avoir reçu juste assez pour pouvoir me dire « Ok, maintenant je suis là pour toi, tu m'as donné, je veux te rendre. » Même si c'est pas facile, hein, mais j'étais en adolescence et je pouvais mieux le placer. Par contre, je crois que c'est plus compliqué, après j'ai pas envie de m'exprimer en son nom, pour mon petit frère, qui lui, parce que je l'ai vu de très proche, on a 3 ans d'écart, et lui, c'était le dernier de la famille, hein, c'est toujours les petits princes, toujours les petits chouchous. Dès qu'il pouvait dormir avec sa maman, il dormait avec sa maman. Et je crois que lui, le choc a été plus radical, par exemple, parce qu'il était très, très collé à sa maman. Et du jour au lendemain, lui aussi est devenu aidant proche. Il est passé de « Oh, ma maman s'occupe de moi, fait tout, dans les bras, les câlins, dormir, s'occuper de moi, gérer la maison », à tomber en dépression radicalement. Et à plus avoir de maman. Donc mon petit frère s'est retrouvé à plus avoir sa maman dans son rôle de maman. Et ça a été un plus gros choc, et surtout de voir ses amis autour de lui, la maman active, voir la maman bouger, être là, faire des choses, et je crois que là c'était difficile, c'est un peu difficile de se dire, un peu de honte, mais de se dire pourquoi maman peut pas être comme toutes les autres. Je vois mes amis autour de moi faire la maman en bonne santé, tchic et tchac, et moi j'ai ma maman qui a fait des tentatives de suicide, qui sait plus être là pour nous, qui sait plus gérer son quotidien, qui a du mal à s'auto-gérer. C'est pas facile. Et surtout, parce que moi, à ce moment-là, j'avais 14, 15, 16 ans, et lui, je sais que lui venait de rentrer en première secondaire, quand on devait quitter l'école pour aller aux sessions de psychologue. Tu imagines, là, en première secondaire, en plus, c'est... Ouais.
première secondaire, c'est là où les enfants peuvent commencer à devenir méchants et tout ça. Après, voilà, il a toujours été super fort, il a toujours eu un très bon cercle d'amis, un peu la star de l'école. En 3e primaire, quand ma maman allait encore bien, pour la Saint-Valentin, il fallait qu'elle aille acheter 6 cadeaux pour ses 6 copines. Donc, il a toujours eu, on va dire, du succès sur son niveau social, amis, tout ça. Mais justement aussi, en étant dans cette position-là, d'être apprécié par tout le monde dans la classe et tout, un peu populaire, de se dire à ce moment-là, ouais, ciao les gars, je dois quitter la classe pour aller en session de psychologue familial parce que ma maman, lui pouvait comprendre, ça l'a fait grandir en maturité à une vitesse phénoménale. Il est devenu encore plus tôt que moi, vu que lui ça arrive encore plus tôt, qu'il a dû prendre ses responsabilités, pas pouvoir compter sur sa maman pour des choses, ou ce que d'autres enfants de son âge peuvent compter sur leur mère. Donc c'est une bonne chose, mais émotionnellement, ça peut... Ça l'a impacté, quoi. Oui, ça impacte. Frédéric, tu as l'impression que c'est quelque chose d'assez courant avec des jeunes aidants proches, tu vois, la honte qu'ils peuvent ressentir, là, ou la culpabilité, les remords de vivre cette situation, ils doivent aider leurs proches. Là. Je ne vais pas parler des sentiments qu'eux peuvent ressentir. Moi, il n'y a que les études que je peux relater. Hein, donc, je ne sais pas si c'est une honte, une culpabilité. Je pense qu'ils doivent se sentir isolés par rapport à la situation, ne pas se sentir... alors que, quand on est jeune, quand on est enfant, il y a quand même le groupe de pairs qui nous définit. Et en fait, là, dans cette situation-là, on se sent, j'imagine, pas en lien avec les autres de son propre âge. Et donc, je pense que c'est plus un sentiment de solitude et de solitude. Je pense pas culpabilité. Et la honte aussi, c'est un mot fort. Je crois que c'est plutôt un sentiment de c'est pas chouette. C'est une situation qui n'est pas chouette. Et limite, si on n'en parle pas, c'est pas parce que je crois pas forcément que c'est parce qu'on en a honte, que ce soit pour moi ou pour mon petit frère, mais c'est juste comment je vais commencer à en parler de ça et après j'aurai des questions en retour et c'est pas chouette de devoir le dire et après savoir ça va bien des gens, comment les gens vont réagir. Juste préférer éviter quoi. Susciter la pitié. Oui, susciter la pitié, c'est pas gay en fait. C'est plus ça que j'ai honte et s'ils le savent, je vais devoir m'enterrer, je veux plus venir à l'école. Non, s'ils le savent, on n'en aurait pas honte, mais juste je préfère éviter, avoir une bonne énergie, pas venir à l'école en victime et à chaque fois que tu pars, que les gens toujours le savent quoi. On veut pas que les gens le savent. Oui, et puis je pense que même aussi si les personnes sont au courant, elles vont souvent te solliciter là-dessus. Et il y a des moments en fait où si toi t'en parles pas, t'as pas envie que ça t'envahisse l'esprit parce que t'as envie de penser à autre chose et t'as besoin aussi, hein. T'as besoin clairement. Donc je pense qu'il y a un peu de ça aussi, pas tant comme tu dis de la honte, mais plus s'ils le savent pas, voilà, si moi j'ai envie d'en parler, j'en parlerai. Mais si ça vient pas sur le tas, c'est très bien aussi quoi. J'ai l'impression qu'en t'entendant parler, c'est plus qu'il y a une ligne fine où t'as besoin de soutien en même temps et avoir un entourage, des amis proches, c'est vraiment agréable et au moins on se sent pas seul et comme tu disais Frédéric, isolé. Et en même temps, t'as pas envie que tout tourne autour de ça. Totalement. Et que tes potes viennent te dire « Et non, ça va pas ?» Totalement, ouais, c'est clairement ça. C'est un peu ambivalent en fait, hein, parce que je pense que ce sont des personnes qui ont quand même besoin de soutien, justement pour prendre du temps pour soi, pour sa propre ambition de vie, j'ai envie de dire. Et en même temps, ça ne nous définit pas non plus tout le temps. Et donc, sans devenir méchant ou devenir une mauvaise personne, parce qu'on est moins présent, qu'on est moins bon dans son rôle d'aidant proche. Alors, tu as utilisé le terme son ambition de vie, hein, de ne pas mettre son ambition de vie de côté et de se dire, en fait, parfois entendre la personne, parfois il peut avoir dans certains cas, on peut se sentir coupable, parce que la personne aidant proche exprime son mécontentement ou le fait sa déception, le fait tu peux aller faire les courses pour moi le samedi matin, tu dis non. Est-ce que je suis un mauvais fils? Est-ce que tu vois, c'est à se remettre en question. Est-ce que là j'ai tiré une bonne ligne? Oui, c'est des courses le samedi matin, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il faut vraiment beaucoup plus réfléchir et vraiment réfléchir à son rôle et à dire est-ce que c'est toujours ça? Est-ce que je suis pas en train de tirer sur la corde? Est-ce que moi ça va pas lâcher? De vraiment, parce qu'on est dans proche, mais il n'y a personne pour nous s'occuper de nous et nous dire fais attention là, t'as un peu d'aller trop loin, tu risques de tomber en dépression ou pas. Ça n'a pas été le cas pour nous, donc heureusement. Mais toi, t'as l'impression, Yannick, que
j'ai envie de te demander comment tu penses que ça t'a impacté, toi, dans non seulement dans ton quotidien, mais dans tes perspectives un peu de vie, tu vois, t'es coach de vie, t'es entrepreneur, tu bosses t'as fait ça comme étude, etc. Tu penses que ça t'a impacté un peu, cette situation? J'ai tendance à voir le verre à moitié plein. Ouais. Et je sais pas comment... En fait, c'est aussi, la vie est telle qu'elle est, et c'est impossible de savoir comment ça aurait été dans une autre situation. Si maman n'était pas tombée en dépression, si sa santé mentale n'aurait pas été impactée, qu'elle aurait été en bonne santé mentale, à quoi ressemblerait ma vie d'aujourd'hui? C'est une question à laquelle j'aurais jamais une réponse. Et quand je vois ma vie comme elle est aujourd'hui, je suis content et ça m'a impacté de manière positive. Au niveau maturité, le gros souci, c'est peut-être au niveau financier, parce que voilà, je crois qu'il y a eu de l'auto-sabotage au cours de ma vie, justement, pour me retrouver dans une situation où je me dis, au moins ma maman m'apporte quelque chose, même si je lui donne beaucoup. Donc, que j'ai pris moins vite mon envol, que parfois je travaillais dans l'Oreca, où je faisais du travail en freelance, que parfois je me disais, je commence le travail plus tard, ou je travaille pas ce jour-là, parce que ma maman a besoin d'un rendez-vous médical ou autre. Tu gagnes un peu moins d'argent à ce moment-là. Ou bien si ta maman te dit un mois à l'avance, parce que si on a commencé à dire, ah oui, il faut nous dire à l'avance, parce qu'on travaille beaucoup, ceci, cela. Mais je sais que parfois, je peux bloquer un moment de la journée ou une journée tout entière, parce que le rendez-vous médical de ma maman est là et que je veux l'accompagner chez le médecin. Et donc, je sais que peu importe ce qui vient sur mon chemin, une opportunité financière, truc ou autre, je ne vais pas annuler et dire « Ah, maman, non, finalement, je t'ai promis, on va y aller, c'est dans mon agenda, on va le faire. » Donc, ça, ouais, je connecte vraiment blindé avec ce que tu dis, parce que mon papa aussi est tombé malade et tout, et on s'est surpris. Moi, j'étais encore à l'UNIF, etc., avec mon petit frère, à devoir prendre plus soin et devoir être, c'est exactement comme tu dis, l'accompagnant aux rendez-vous médicaux. Et je pense que c'est insidieux. Tu penses que tu peux tout à fait non seulement gérer, mais continuer à mener ta vie comme normal, mais tu te surprends à mettre mettre un petit peu ta vie entre parenthèses à certains moments. C'est ça. Comme si cette journée-là ou cette activité-là avec ses potes, tu dis non, c'est marrant les gars, je pourrais pas être là. Parfois tu donnes la raison, parfois tu restes évasif, tu dis non, c'est juste je suis pas dispo, non, je suis pris cette journée-là. En fait, c'est parce que tu veux accompagner ton parent à l'hôpital ou quoi. C'est vraiment ça. Et j'aime bien le fait que tu dises le terme entre parenthèses. Je sais pas si toi, il y avait une perspective de guérison pour ton papa. Vous savez, ça va durer 2 ans, traitement ou autre. Mais moi, c'est une question que je dis souvent à ma maman et que j'ai répété ces dernières années et que ça rejoint un peu le fait que j'ai mis du temps à prendre mon envol, que je commence enfin à prendre. Moi, de me sentir aussi utile et limite de me dire, même s'il y a beaucoup de choses qui vont pas bien dans ma vie, au moins je suis aidant proche. Ça devient dangereux quand ce rôle d'aidant proche te définisse et te fait te dire je réussis ma vie à travers mon rôle d'aidant proche. C'est quelque chose de très fort, très puissant ce que tu es en train de nommer, parce que j'ai l'impression que là on touche à l'identité. C'est comme tu vois, on s'accorde un rôle et c'est cette cape de soutien, d'aidant, de proche qui a beaucoup de valeur parce qu'il est là ou elle est là pour soutenir son parent, son proche. Et à partir du moment où il y a une autre personne qui peut faire ce travail, eh bien, ça nous dévalorise nous. Mais attends, ça nous confronte énormément ça veut dire qu'est-ce qu'on fait à la place, qui on est. Et ça peut être très, très confrontant, quoi, Si on avait reçu plus d'aide ces dernières années, qu'est-ce que moi j'aurais fait de ma vie? Est-ce que là où moi j'ai une excuse, entre parenthèses, entre guillemets, le fait que j'ai mis du temps à prendre mon envol au niveau de mes projets entrepreneuriaux, tout ce que j'ai entrepris, le fait que je ne sois pas encore financièrement 200% indépendant, tout ça, je peux utiliser le fait d'avoir été aidant proche comme excuse. Ouais. Et donc ça peut devenir dangereux parce qu'il faut vraiment avoir l'ambition de vivre sa vie, de vouloir sortir plus de sa vie, pouvoir vraiment dire j'ai vécu ma vie et pas de se définir tu m'appelles Yannick, je suis aidant proche. Frédéric, et que c'est la chose qui est le plus mis en avant. On est multiples, je veux dire, on a de multiples identités en une, j'ai envie de dire, et donc
c'est vrai que les danses, elles impactent sur la destinée de la personne. Ça, c'est sûr. Et ça se voit dans les études. On revient toujours avec les études. Mais on voit que les personnes et les jeunes qui ont un parcours d'aidance s'orientent vers des études d'aide à la personne de manière majoritaire. Elles s'offrent moins d'opportunités, comme tu parlais, programme Erasmus notamment. Elles s'offrent moins d'opportunités de quitter le cocon familial, choisir des lieux d'études, des universités ou des hautes écoles proches du lieu de vie du proche aidé. Ce sont des personnes des jeunes qui doivent aussi plus être vite indépendants financièrement, qui prennent des jobs à côté. Et donc, de nouveau, une fois de plus, un impact sur la scolarité. Donc, les danses orientent effectivement le projet de vie du jeune. C'est avéré. Je m'étais posé aussi la question de l'impact de la culture dans le fait d'être un jeune aidant proche. Famille africaine, famille européenne. Famille orientale, africaine, et famille plutôt occidentale. Ou même peut-être même les classes sociales. Quand on est issu d'un milieu plutôt modeste, plutôt précarisé, quel est l'impact de ça sur la situation de jeune aidant proche? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que pas du tout? Oui. Une fois de plus, dans les études, effectivement, le niveau socio-économique détermine en fait la possibilité de faire intervenir des professionnels dans la situation ou pas. Et donc, effectivement, au plus il y a de la précarité, au plus c'est difficile parce que ce sont des services qui sont souvent payants, où on n'a pas accès à l'information. Et donc, effectivement, on se repose beaucoup plus sur le noyau familial. Ouais. Donc ça, c'est avéré, effectivement, c'est une réalité. Par rapport aux aspects plus culturels, ça se note aussi au niveau des études que ça a moins tendance à impacter la capacité des danses. Donc, c'est en train de se lisser par rapport effectivement à ce qui pouvait peut-être se passer précédemment. Et j'avais cru, j'ai lu en préparant l'émission, etc., que la plupart des aidants étaient en fait des aidantes. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. C'est extrêmement quand même genré. Pas de surf. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, là, ça va pas le choix, effectivement. À moins d'avoir un transgenre dans ta famille, ne faut pas. Il n'y a pas le choix. Mais tu vois, en parlant de pourcentage, c'était 64%. Oui. C'est plutôt des femmes et le reste des hommes, donc 34 quoi. Ça joue aussi dans, je suppose, même, ouais. Mais là, on pose la question du rôle des femmes dans la société. Effectivement, on a entre guillemets plus le rôle du care, du soin. Ouais. Et c'est effectivement, ça se retrouve aussi dans ce genre de situation. C'est tout à fait, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire naturel, mais construit socialement, effectivement. Ouais. C'est aussi plus facile à retrouver ces chiffres-là dans les études quand il s'agit des femmes. Est-ce qu'on va pas plus difficilement repérer les hommes ou les hommes qui sont aidants proches? Comment ça? Au niveau des études, des chiffres qu'on a. Par exemple, est-ce que si j'avais été une fille, je ne me serais pas retrouvé plus facilement dans les statistiques, dans les études? Tu n'orientes pas ton échantillon sur base du genre, donc. Mais parce que quand vous faites ces recherches, vous faites des... C'est pas moi qui fais la recherche, c'est scientifique. Quand les recherches se font, il y a des enquêtes qui sont envoyées, comment on retrouve ces personnes. Elles ne sont pas plus faciles à repérer, à les trouver, les aidants proches qui sont des femmes. Quelque part, je comprends un peu ta question dans le sens où tu sembles dire que peut-être il y a aussi un construit, une norme sociale aussi avec les hommes qui vont moins se montrer en tant qu'aidants proches. Oui, parce que beaucoup qui sont qui sont aides-soignantes, qui deviennent infirmières ou qui se trouvent en social. Donc on sait que là, on va trouver un échantillon plus grand de personnes qui ont été ou qui sont aidants proches. Par exemple, la façon dont tu m'as présenté au début, entrepreneur et ceci, cela, est-ce qu'on va se poser la question, à se dire peut-être qu'à cette personne-là, il faudrait lui envoyer, le prendre en considération pour les statistiques. Peut-être qu'il a été aidant proche. On va moins vite se dire Yannick est aidant proche ou il a été aidant proche. Ça, et puis aussi, je sais pas, les échantillons, il faut toujours faire attention, mais si les proches, entre guillemets, qui ont eu quelque chose, ce sont des hommes, est-ce qu'on va pas plus vite regarder chez leur femme, leur conjointe, avoir aussi, du coup, à ce niveau-là, quoi. C'était aussi une question que je me posais quelque part, si en tant qu'aidé, les aidés qui se trouvent être des hommes et les aidés qui se trouvent être des femmes, est-ce que la position d'aider est un peu différente? Je ne sais pas ce que les études disent. C'est une bonne question. Oui. Je te remercie de me l'avoir posée. Je la retourne aux autres. Ce serait intéressant de voir à quel point... Mon papa ne va jamais dire « je suis aidant proche ».
Mais non, mais je me demande, tu vois, si dans le cas... tu vois, c'est un peu spécial parce que je me dis, si tu es aidé et homme, peut-être que tu vois... Il y a le cliché un petit peu de quand un homme est malade. J'ai pas besoin d'aide. Il dit soit j'ai pas besoin d'aide, mais même plutôt, ah bah justement, aidez-moi... c'est terrible, je suis malade, alors qu'une femme qui est malade va prendre sur elle et c'est en mode genre, ok, mais... Alors je ne sais pas ce que les études disent à ce propos, peut-être que ça fera un sujet d'études pour les prochains. Vanessa, est-ce que tu penses que tu aurais, toi, un conseil à donner à une jeune Vanessa qui vit cette situation de... À une jeune Vanessa, si ça avait été... Enfin, si je pouvais me parler à moi il y a quelques années. Il y a quelques années, qu'est-ce que tu te dirais? Est-ce que tu changerais? Est-ce que tu... Un conseil, je sais pas. Parce que j'ai l'impression, même autour de toute cette discussion, que j'ai réussi quand même à ne pas faire de ça ma priorité de vie, entre guillemets, sans vouloir paraître égoïste. Hein, c'est pas... Mais j'ai réussi quand même à savoir prendre du recul quand j'en avais besoin. Donc j'ai l'impression que je m'en suis, entre guillemets, bien sortie. Mais c'est sûr que je pense qu'il y avait... j'avais la chance autour de moi d'être aussi entourée. Voilà, j'avais du soutien. Et puis, c'est arrivé à un moment de ma vie où, comme tu en parlais, on faisait du théâtre. Et c'est vrai que c'est venu juste avant les grosses représentations. Et donc, j'étais focus là-dessus, quoi. Oui, ça me prenait pas mal d'énergie. J'étais en pensée avec, c'est sûr. Mais mon deuxième objectif, c'était ça. Et je voulais me donner à 300% parce que c'était ma passion et que, voilà, je voulais que ça marche de ce côté-là et je voulais pas décevoir non plus. Donc, quelque chose que tu as répété, que tu as travaillé pendant des mois et des mois, il fallait être au rendez-vous aussi. C'est vrai qu'il y a eu un petit creux, juste après le théâtre, je me rappelle mon professeur qui avait dit à mes parents, mais je comprends pas, tout se passait bien, pourtant le plus dur, entre guillemets, est passé, et c'était à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait dû avoir un creux au niveau des notes. Et c'est juste après où il y a eu un creux, et finalement, voilà, j'ai réussi, hein, et tout s'est bien passé, mais c'est vrai que peut-être, oui, se dire, si j'avais pu me dire quelque chose, c'est de ne pas perdre tous les horizons de vue non plus. De pas trop te focaliser sur un seul truc et garder le reste en tête, même si il faut pas en faire une fixette, je pense, pour réussir à s'en sortir, mais de garder tous les horizons à vue. Toi, Yannick, merci. Toi, Yannick, est-ce que tu penses que c'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi, soit de maintenant, soit d'avant, qui a le plus vécu cette situation d'aidant proche de manière un peu lourde? Tu dirais quoi? Penser à soi-même. Il faut savoir être égoïste de la bonne manière, d'une bonne manière. J'aime bien prendre la métaphore, si on peut appeler ça une métaphore, mais du masque à oxygène dans l'avion. Même si on est avec son enfant, de d'abord le mettre soi-même, faire en sorte que nous-mêmes on puisse respirer confortablement avant de le mettre à son enfant ou à la personne dont on est responsable. Donc, si soi-même on va pas bien, on ne pourra pas aider la personne proche de nous. Et ça, c'est quelque chose avec laquelle j'ai eu du mal. Et une chose pour laquelle j'admire énormément mon petit frère, qui a vraiment pris maturité très vite, mais qui très vite aussi, même si il peut paraître dur et froid pour certaines personnes, mais dans le fond, il a un cœur énorme et c'est toujours une personne sur ce qu'on a pu compter. Il s'est toujours mis en avant, il a toujours su exprimer ses besoins. Je dois travailler, je vais travailler. Je sais, j'ai un futur, j'ai des rêves, j'ai envie de faire des choses. Il avait envie de partir au Japon, il a tout fait pour partir au Japon, il a travaillé, c'était un voyage qui lui coûtait énormément d'argent lié à la scolarité, donc c'était pour 6 mois, donc c'était énormément coûteux. Il a demandé de l'aide autour de soi parce que c'était important pour lui et il ne s'est pas caché de ça. Et bien sûr qu'au fond de lui, même s'il ne va peut-être pas l'exprimer, vous allez peut-être se voir, mais je sais qu'il se faisait du souci pour le fait, je ne veux plus être là, et maman quoi, Yannick sera à la maison tout seul avec maman, mais même s'il y a ce cas-là, je ne peux pas lui dire, ah non, le Japon, je veux le retarder, je ne veux pas y aller. Et je vais rester à la maison parce que maman a besoin de moi et Yannick, la famille a besoin de moi. Non, c'est un rêve qu'il a. Et il n'a jamais été aussi heureux dans sa vie que pendant cette période où il était au Japon. Et donc ça, c'est une chose pour laquelle j'admire mon petit frère, le fait qu'il ait toujours fait de sa vie sa priorité et que quand il pouvait aider, il a souvent été en mesure d'aider, même si c'était le plus jeune de la famille, de la fratrie, il a toujours été en mesure de dépanner, d'aider, d'être là pour ses frères, d'être là pour ses parents. Quand il peut, même ses amis peuvent compter sur lui. C'est une personne de confiance. Quand il peut pas aider, il peut pas aider, il va le dire. Mais quand il peut aider, il va faire monde et merveille pour être disponible, la voiture, pour aider pour un déménagement,
aller je sais pas où, c'est quelqu'un sur qui ses amis peuvent vraiment compter à 200%. Ouais. Et si je peux juste rebondir là-dessus, je pense aussi quand tu as besoin d'aide, c'est important de voir que les autres sont là pour toi, mais c'est aussi très important, voire peut-être parfois plus important à certains moments, de voir que les autres arrivent à réussir plein de choses dans leur vie, qui sont heureux. Je pense que voilà, ils sont là pour toi, mais en même temps, ils arrivent à se motiver et à réussir certains objectifs. Je pense que c'est très important. Quand toi, tu vas pas bien, de savoir que les autres quand même vont bien, même s'ils sont là pour toi. Ils arrivent à garder ça en tête et ils arrivent à évoluer. Je pense que c'est vraiment important. Mais c'est pas la fin du monde. Enfin, si c'est un conseil que je voudrais, c'est pas la fin du monde. Si une fois tu n'arrives pas à être là, à faire ton, entre guillemets, ton devoir ou ce que tu penses être ton devoir, si je suis pas là pour ma maman une fois, ben ça arrive. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à dire non à ma maman, en fait. Ou à remettre en question ses demandes, ce qu'elle attendait de moi, ce qu'elle voulait que je fasse pour elle. Elle dit, oh, attends une minute. Tu veux que tu me demandes d'aller faire des courses pour acheter ceci, cela, mais il y a des choses sucrées dans tout ce que tu me demandes. Mais tu es diabétique. Et de pas juste à l'aveuglette dire, oui, maman, je veux le faire, tac, 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 tac. Tiens, c'est pour ton bien, parce que ça te rend heureuse. Non. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer? Il faudrait diminuer. En tout cas, dans ce que vous dites, j'entends beaucoup la juste limite, quoi. C'est ça, le juste milieu entre être un aidant pour quelqu'un qui compte pour nous et continuer à le soutenir, et en même temps se nourrir soi, quoi. Se nourrir soi, se choisir soi dans ses rêves, dans ses ambitions, dans le sens de sa vie, dans ses trajectoires. Je pense que être aidant, c'est pas non plus finir par devoir être aidé, tu vois. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça. Et donc, garder sa personne à l'œil, checker que tout est en ordre, que tout va bien quand même, faire son maximum, c'est sûr, mais clairement, c'est ça. De manière concrète, Frédéric, il existe plein de choses que Partena propose et tout, comme des stratégies un peu efficaces pour les personnes aidantes proches. Tu sais nous citer quelques trucs ou... Ah oui, je peux. Oui, volontiers. Donc, c'est vrai qu'en tant que mutualité, donc on a envie que nos affiliés soient en bonne santé mentale et physique. Et donc, c'est vrai qu'on a une attention particulière pour les aidantes et les aidants proches depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire qu'on a mis en place chez nous une reconnaissance spécifique depuis maintenant 8 ans. Et donc, voilà. Donc, parce qu'effectivement, on a entendu les études, on a entendu qu'il y avait vraiment un impact important sur la santé physique mentale, sur le projet de vie de la personne. Et aussi, en fait, ça, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, c'est essentiel d'avoir les aidantes et les aidants proches dans notre société. Parce qu'en fait, en termes de valeur économique, ils sont équivalents aux soins formels, donc aux aides ménagères, aides familiales, aux infirmières, etc. Et donc, si on enlève en fait les danses naturelles, j'ai envie de dire, les personnes en vulnérabilité de santé, elles vont être un peu encore plus en mauvaise posture. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on porte cette attention particulière sur ce public-là. Et donc, concrètement, nous, on a nos services d'aide aux familles. Donc, ils viennent soutenir au niveau du ménage, au niveau des actions du quotidien, des activités du quotidien. On a le service social qui est disponible aussi pour engranger des droits auxquels peut-être les personnes ne pensent pas. On intervient aussi dans des remboursements spécifiques pour les aidantes et les aidants proches. Et alors, pour les jeunes, cette année, je suis vraiment très, très contente de vous l'annoncer. C'est qu'en fait, on a un nouvel avantage. Donc, on peut être remboursé d'un coaching, en fait, dédié aux jeunes aidantes et aidants proches. Donc, on évoquait tout à l'heure la nécessité de prendre du temps pour soi, de pouvoir se dire non. Ça, c'est quelque chose qui se travaille, en fait. Donc, je ne sais pas venu naturellement. Il a fallu de la maturité. Et donc, nous, on a décidé cette année de soutenir justement les JAP à les amener à aller voir un coach de vie, un coach scolaire, pour justement les amener à prendre ce recul et à prendre ce temps pour eux, en fait. Voilà. Excellente initiative. Merci. Et donc, pour en bénéficier, il faut être affilié chez nous, bien entendu. Première chose. Et puis, il faut faire cette démarche de reconnaissance. Et donc, il suffit de nous contacter, de prendre contact avec le service social qui accompagne à la reconnaissance et donc à la visibilité aussi
du rôle que les JAP accomplissent au quotidien. Donc, ça, c'est déjà super important. Et donc, de pouvoir bénéficier de ce remboursement. Je suis hyper touché par ce sujet. Je m'attendais pas. Je disais à Frédéric avant en préparant l'émission la semaine passée que c'est chouette. Je me dis que toute une série de jeunes, et pas que jeunes, mais toute une série d'aidants et aidantes pourront se sentir entendus, reconnus, s'identifier un petit peu aux propos qui ont été partagés aujourd'hui. Et puis surtout, toi, tu as pu mettre aussi des mots sur ta situation. Ouais. Comme tu avais dit, tu as fait ton coming out. Mon coming out d'aidant. Ouais, et je me reconnais aussi énormément dans ta position à toi, Yannick, aussi avec un petit frère où on se surprend à devoir se relayer, tu vois, dans le soutien et de l'impact psychologique que ça peut avoir dans cette situation, quoi. Et pour rien au monde, on échangerait ce rôle, on l'enlèverait parce que ça nous apporte énormément et puis ça apporte énormément à un cadre. Ça nous forge. Ça forge. Et en même temps, trouver sa voie et ses objectifs. Ses objectifs, je m'étais un peu perdu là tantôt dans mon explication. Tu avais parlé de mettre sa vie entre parenthèses. Ça aussi, ce serait intéressant pour la minute. Je crois qu'il y a une différence entre aidant proche, par exemple, d'une personne tétraplégique, parce que tu sais que c'est toute la vie, et tu limites, il faut au fur et à mesure mettre des choses en place. Mais une fois que tout est mis en place, on sait la situation ne va pas énormément changer ou évoluer. Il y a des situations... Ça va se stabiliser. Ça stabilise, je veux dire, la situation est telle qu'elle est, on met des choses en place, mais on peut trouver un équilibre de vie. Nos semaines vont ressembler à ça. Par exemple, ou d'autres maladies où ce qu'on sait il faut être là, et au fur et à mesure, pour pouvoir s'émanciper, qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans les années qui viennent, quelles sont les perspectives d'avenir. Les perspectives d'avenir sont parfois, selon le cas de la personne qu'on aide, plus facile à dire, c'est comme ça, et les années à venir, ça ne va pas évoluer. Mais dans le cas d'une dépression, par exemple, c'est difficile pour nous, le fait de savoir combien de temps va durer la parenthèse de la dépression de ma maman. Est-ce qu'il y aura un jour, est-ce qu'elle aura plus besoin de nous? Et ça, c'est ce que je pense que tu parlais aussi de parenthèse avec ton papa, ou ce que moi, je me suis souvent dit, j'ai souvent répété à ma maman, mais tu vas faire quoi quand on ne sera plus là? Je l'ai souvent dit. J'ai dit, il faut commencer à vivre pour toi. Tu ne dois pas vouloir être en bonne santé pour nettoyer la maison, pour qu'on t'aime, ou que tu te sentes valorisé, ou pouvoir faire la vaisselle. C'est pas important. Si tu es en bonne santé, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas un pays que tu as envie d'aller voir. Tu veux savoir voyager. Parce que sa famille tourne autour de son mari et de ses enfants. Est-ce que tu dois te faire des copines, avoir envie de sortir au cinéma, de faire des choses, et pas seulement ta vie, c'est plus que tes enfants et ton mari. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Même pour moi, c'est quelque chose, je dis, je m'apprête, dans les années qui viennent, j'ai envie d'avoir ma compagne, partenaire de vie, enfant, construire ma vie. Et que je me dis, est-ce que maman, quitte de ma maman dans 5 ans? Mon papa est presque à la retraite, il part d'aller au Congo, retourner au Congo, aux sources, le soleil, une bonne qualité de vie, avec la même force financière ici en Belgique. Au Congo, on peut vivre beaucoup mieux, surtout si on est de là et qu'on a les contacts et tout ça. Est-ce que ma maman va aller avec? Est-ce qu'elle va comment ça va aller pour elle si elle est là? Est-ce qu'au niveau des soins, c'est ça l'accompagnement? Mais c'est des choses que je dois mettre de côté et me dire, c'est sa vie, je suis pas Superman, je peux faire de mon mieux, mais je dois penser à moi et me mettre moi en premier. Faire en sorte comment ça se passe bien. On arrive doucement à la fin de cette émission. Merci Yannick pour ton partage. Avant de se quitter, je voulais vous demander, je vous prends grave à chaud, je suis désolé, j'ai oublié de vous le demander en préparant l'émission, mais est-ce que vous avez une œuvre, une chaîne YouTube, un livre, un film, tout ce que vous voulez, que vous avez envie de recommander sur le sujet ou pas du tout, qui vous a marqué récemment? Tu dis J'ai un truc, Vas-y, balance. C'est pas un truc hyper fun, attention. En fait, il y a une université à Paris qui a un programme d'études sur les jeunes aidantes et aidants proches. Et donc, ils ont les résultats de leurs études disponibles pour tout le monde. Et donc, vous allez sur leur site internet. Et alors, leur programme d'études s'appelle GED. Et oui. Écrit comment? JAID. C'est une université à Paris. Voilà, donc c'est pas hyper fun, mais c'est vraiment super intéressant. Et en plus, ils communiquent vraiment de manière très très chaude. Il y a des webinaires, il y a des petites qui vulgarisent qui illustrent bien le résultat. Et donc, voilà. Génial.
Moi, tu me prends hyper à chaque. Ouais, désolé. Mais c'est pas obligé d'être un sujet, ceci dit. Tu peux nous dire, écoutez, allez checker mon interview de Black M. Ouais, c'est pas du tout sur le sujet, là. Mais non, mais c'est vrai que... Mais du coup, autre chose à analyser, hein, je pense que ça peut faire un podcast 2.0. Ouais. Parce que dans mon cas, moi, c'est vrai que j'ai pas trop voulu lire sur le sujet, regarder des films sur le sujet. J'ai voulu vraiment me dire que, quand je fais autre chose, quand je me divertis, je veux que ce soit différent. Et je veux pas être plongée là-dedans. Du coup, moi, j'ai pas vraiment quelque chose à recommander sur le sujet, c'est sûr. Après, voilà, comme je dis, c'est peut-être à analyser, hein, c'est peut-être hyper négatif ce que j'ai fait, je sais pas. Mais voilà, donc malheureusement, j'ai rien à proposer. Yannick, toi aussi, je t'ai pris à chaud. J'ai l'habitude. Ah ouais, j'ai l'habitude, donc tu m'as donné le temps de réfléchir. Donc, je mentionnerai 2 choses. Premièrement, l'œuvre, j'ai directement pensé par rapport à ma situation et le fait que chaque situation est temporaire et que l'espoir, le fait d'avoir de l'espoir, c'est avoir énormément de choses. Si on a l'espoir, tout le reste peut venir en fait. Et un film qui m'a marqué dans cette optique-là, c'est À la recherche du bonheur avec Will Smith. Je veux dire que chaque situation peut être temporaire et peu importe dans la situation dans laquelle j'étais, c'est un peu ma philosophie, c'est que tout est temporaire. Aussi bien les bonnes choses que les mauvaises choses. Donc il faut savourer les bonnes choses et les situations difficiles, se dire que je vais en tirer la leçon que je vais en tirer, mais il y aura, le soleil va revenir. C'est en train de pleuvoir, il y a de la neige pendant une semaine. Maintenant, il commence de nouveau un peu. Il fait toujours un peu frais, mais il fait beau. Il fait beau. Donc, pour moi, c'est vraiment un film qui m'a marqué. Ouais. Et seconde chose, c'est le service que j'ai mis en place avec mon équipe en tant qu'entrepreneur qui est assez utile et que j'ai envie de mettre en avant, surtout dans la thématique des dents proches. C'est qu'on a créé un service de transport pour enfants, justement pour aider les parents qui ont du mal à s'organiser eux-mêmes ou à trouver le temps d'aller déposer leurs enfants à l'école, aller les chercher à l'école ou bien aller les déposer ou aller les chercher aux activités extrascolaires. Donc, et ça rejoint un peu ce que tu disais, qu'on les retrouve dans des rôles d'aide-soignant, d'assistance à des personnes. Moi, on retrouve un peu de ça, j'ai l'ambition d'être entrepreneur, j'ai l'ambition de financièrement pouvoir subvenir aux besoins de ma famille plus tard en tant que père de famille, que de pouvoir être là pour ma famille, que ma femme ne se retrouve pas dans ce processus qu'elle est obligée de travailler. Si elle veut travailler, c'est pour s'émanciper et rajouter quelque chose et devenir la personne qu'elle a envie de devenir. Mais j'aimerais bien, en tant que père de famille, dire on peut travailler. Si tu as envie, tu es tombé enceinte, si tu veux prendre un break, si tu en as envie et que c'est important pour toi pendant un an de t'occuper passer du temps avec ton enfant, qu'on puisse se le permettre, c'est un luxe. Hein. Mais c'est un luxe que j'ai envie de pouvoir offrir à ma famille plus tard. Donc, je voulais devenir entrepreneur. Mais même dans tout ce que j'entreprends, on retrouve ce côté humain. Vu que j'ai grandi, j'ai été dans le proche de ma mère. Et pour moi, c'était le projet que j'ai créé avec Family Caps. C'est incroyable l'impact et la reconnaissance, surtout de nouveau, d'une autre manière. Ça me fait du bien de recevoir la reconnaissance des autres parents pour qui on est important, qui nous expriment leur reconnaissance dans leur quotidien, en fait, qu'on les a vraiment aidés dans leur quotidien pour pouvoir s'organiser parce qu'ils avaient du mal à s'organiser. Il fallait toujours trouver quelqu'un le mercredi midi, vu qu'ils travaillent, il fallait toujours s'arranger. La babysit, parfois, elle était là, mais elle n'avait pas de voiture. Et que notre service puisse vraiment faire partie de la famille, être un ami, que nos conducteurs qui font ces courses-là soient vraiment... C'est quoi le nom de l'Insta de... Family Caps. Ok, parfait. Merci beaucoup de demander, Aubin. Merci, avec grand plaisir. Merci de votre venue, de votre participation dans l'émission, ça me fait plaisir comme tout. Merci à toi, Frédéric, d'avoir joué la carte de l'experte malgré le stress. Ça va, c'était pas si très... C'était très gai, c'était très émouvant aussi en fait de vous entendre tous les deux. Partager un peu sur le récit. Si vous en avez pas eu assez des à peu près sérieux, je vous invite à aller checker les À ceux qui osent, qui sont aussi sur la chaîne YouTube Aubin Zaghira et sur le podcast sur toutes les plateformes d'écoute disponibles, Spotify, Deezer, Apple Podcast. N'hésitez pas à aller checker ça. Et puis lâchez votre petit commentaire, lâchez votre like, posez tout ce que vous voulez pour partager un max ces vidéos. C'est vraiment comme ça qu'on se donne les moyens de pouvoir en créer davantage. Et puis du reste, au prochain épisode. À bientôt. Une fin de tournage, on peut s'applaudir. Merci. Top. Merci. J'étais vraiment très émue, très sincèrement.